Voilà. Donc, comme vous pouvez voir dans le document, grosso modo, on va y aller en trois moments. Fait que, commencer par vous présenter une petite liste de tâches là, qui avait été demandée par Émilie et Caroline à plusieurs reprises. C'est fait. Et fait que c'est ça, je pourrais vous la présenter, puis on pourra voir le point par point si vous avez des questions. Ensuite, ces tâches-là, comme suggestions qu'on vous fait pour le travail d'ici l'élection. Ensuite, il y a un bout sur, comme vous avez déjà dit, qu'éventuellement, on voulait faire des rencontres avec vous sur un peu là, vos analyses de résultats, puis une planification pour votre plan de travail terrain et tout. Puis on a essayé de monter un outil là, dans lequel ce serait possible de consigner tout ça. Fait que Justin va pouvoir aussi vous présenter ça, puis aller plus dans le détail sur concrètement qu'est-ce qu'il y a à faire là, prochainement pour ça. Puis ensuite, très rapidement, le plan de campagne, là, on a quelques petites informations, puis quelques petits documents aussi à vous présenter. Fait que grosso modo, c'est ça le plan pour aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, si ça vous va. Il y a un commentaire. OK. Est-ce que vous avez des questions, commentaires pour un peu la rencontre d'aujourd'hui? Sinon, je vais y aller. C'est bon. Excellent. Puis Charlotte aussi qui vient de se joindre à nous, qui est pour la circonscription de Gaspé. C'est une nouvelle aussi dans les formations. Fait qu'on a quelques nouvelles personnes aujourd'hui, c'est le fun. Bienvenue Charlotte quand tu vas réussir à te connecter. Donc, j'irai avec une petite liste de tâches pour les prochains mois. Je vais juste vous dire aussi, là, déjà en partant, cette liste-là, là, je vais en faire des copies, puis je vais vous en mettre une à chacun d'entre vous dans vos fichiers Drive. Fait que vous allez avoir votre propre liste, vous allez pouvoir cocher les tâches quand ça va être fait, puis suivre ça. Ça va être votre fichier à vous. Là, pour l'instant, il n'est pas fait, là, fait que c'est plus en consultation. Puis il y a des choses que je sais que vous avez déjà fait, là, donc voilà. Avant l'investiture, fait que mois de mars-avril, là, fait qu'on est comme pas mal dedans. Puis évidemment, ça dépend. Vous avez toutes des situations qui sont différentes. Là. C'est différent quand vous êtes dans une campagne, une circonscription avec un député déjà en place versus quand il y a des courses investitures. Il y a des courses investitures où on sait déjà c'est qui la personne candidate parce qu'il y a une personne en liste. Il y en a d'autres qu'on ne sait pas, il va falloir attendre l'investiture et tout. Là. Fait que, évidemment, il y a des cas de figure différents, il faut s'adapter, là. Mais en général, on peut se dire que déjà en ce moment, l'idée, c'est qu'une des tâches pour les docs, c'est commencer à former une base du comité électoral. Si on vous l'avez déjà demandé, vous avez dans la plupart des cas commencé déjà à faire vos repérages. L'idée, c'est de voir, premièrement, avec le COCO, qui est intéressé. Vous pouvez aussi voir avec l'agent de développement qui est intéressant sur le COCO ou sur autres militants de l'extérieur ou de militants qui ne sont pas dans le COCO qui pourraient être pertinents à être sur le comité électoral. Donc, tu sais, voir avec le COCO puis votre agent de développement. Je pense que dans la plupart des cas, ça a déjà été commencé. Ensuite, c'est de rencontrer ces personnes-là pour un peu discuter avec eux, c'est quoi leur intérêt, quel type de tâche ils voudraient faire, jaser un peu plus sur comme concrètement, ça veut dire quoi cette tâche-là. Leur expliquer aussi c'est quoi le fonctionnement d'une équipe électorale. Puis, négocier un peu, c'est quoi la compensation financière qui va être possible pour eux, c'est quoi leurs besoins et tout. Puis, pour commencer à voir dans votre tête, là, ça va être quoi là, votre budget, puis comment vous allez être capable de monter ça. Donc, ça, c'est une des premières tâches que, comme je pense que vous êtes déjà en train de faire ça. Ensuite, je pense qu'il commence à être le temps, là, si vous avez déjà un noyau de comité électoral, de peut-être commencer à faire une rencontre avec eux pour commencer à discuter un peu de ça va ressembler à quoi la campagne, discuter avec l'ensemble du comité électoral, c'est quoi les rôles et responsabilités de tous et chacun, leur présenter un peu les chantiers de travail à venir. Fait que, là, on vous en présente un peu, mais le partager avec eux. Avoir une discussion aussi sur le recrutement des autres membres du comité électoral. Les gens que vous avez recrutés, ils ont peut-être des idées, ils connaissent des gens, ils ont peut-être déjà milité avec d'autres personnes dans d'autres organisations. Fait
c'est des bons gens pour essayer de recruter des nouvelles personnes sur un comité électoral. C'est quand même un défi, réussir à remplir un comité électoral de gens qui sont disponibles et qui ont envie de s'engager, qui sont fiables et qui ont des aptitudes. Là, donc, voir avec eux. Puis on a mis plan de mobilisation pré-campagne, on a commencé à discuter avec ça, mais il y a un point plus bas, vous allez voir, il faut aussi voir avec le comité de coordination de l'association locale aussi c'est quoi leur plan, puis essayer d'arrimer tout ça. Là, mais fait que, ça, c'est comme vous pouvez commencer là, à faire ça. Puis ensuite, là, c'est l'autre chose. Puis là, comme je disais, là, Justin va en parler plus au point 2, fait que je n'irai pas dans le détail là-dessus. Mais là, il y a comme un début de travail d'analyse de la circonscription là, qui peut être fait là, soit par vous et ou votre responsable du pointage, ou en tout cas, bref, quelqu'un dans votre équipe électorale là, qui connaît bien ça, c'est quoi le travail de pointage, puis la circonscription. Fait que je ne passerai pas là, en détail là-dessus là, parce que, comme je dis, on a un point complet de la rencontre qui va porter sur ça. Fait que je vais passer vite. Voilà. Fait que je vais continuer, puis peut-être à peu près à mi-chemin, je peux faire une pause, voir si vous avez des questions sur certains de ces points-là, de choses que j'ai dit. Ensuite, puis là, encore une fois, j'ai dit, là, les échéanciers, j'ai mis ça large, là, ça dépend vraiment de comme, votre situation. Mais bref, ensuite, l'idée, c'est de faire une rencontre à partir de la base que le responsable de pointage va avoir fait d'analyse de la circonscription. C'est de faire une rencontre, puis nous, on va vous solliciter. Là. Dans le fond, le national, on va faire une rencontre avec vous. Ça va être votre agent de développement, puis soit Justin Kina ou moi, puis sinon aussi peut-être Julie Larose, qui a fait beaucoup de campagnes là, dans le Gouin, entre autres. On va faire une rencontre avec vous. Puis l'idée, ça serait qu'il y a évidemment là où la doc, peut-être votre responsable du pointage, 2-3 personnes, là, pas nécessairement. L'idée, c'est pas de faire une rencontre de gros brainstorm à 12, là. C'est vraiment une rencontre de travail avec un petit nombre de personnes pour un peu discuter de voir c'est quoi les résultats électoraux, puis commencer à avoir des discussions sur c'est quoi faire une analyse de la circo, voir y a-t-il des changements sociodémographiques, des changements dans la conjoncture politique qu'il faut prendre en considération quand vous allez élaborer votre stratégie terrain. Évidemment, comme on vous disait dans la formation précédente, l'aspect le plus important, c'est les résultats de la dernière élection. C'est ça qui détermine à peu près à 90 c'est où vous devez aller, puis c'est quoi vos priorités de travail sur le terrain. Mais des fois, il y a des choses qui changent entre deux élections. Fait que c'est juste avoir cette discussion-là, puis aller plus en détail. Puis là, ensuite, une personne de votre équipe, ça peut être vous, responsable du pointage et tout. Après ça, juste de prendre un peu là, faire ramasser un peu ce qui s'est dit, puis essayer de faire une proposition de plan de travail terrain. Puis quand on parle de plan de travail terrain, on parle grosso modo, c'est quoi vos priorités de pointage en termes c'est quoi de pôle ou de secteur, les secteurs que vous voulez prioriser en porte-à-porte. Y a-t-il des événements de tractage qui sont incontournables dans votre comté? Y a-t-il des événements que vous voulez organiser qui sont incontournables? Plus on a déjà dit que pour les événements, on vous suggérait très fortement de limiter ça le plus possible. Fait qu'on parle d'un lancement de campagne, des petits événements de visionnement des débats des chefs. D'ailleurs, on a déjà les dates, puis je pourrais vous en parler plus tard. Donc, c'est juste de prendre ça, puis comme de faire une proposition là, plus claire. Voilà. Fait que ça, c'est pour plus l'aspect travail-terrain. Ensuite, comme doc, une fois que l'investiture est terminée, bien là, c'est important de prendre une rencontre aussi, faire une rencontre individuelle avec la personne candidate. Là, des fois, il y en a que vous connaissez, là, les députés, ça va bien, mais c'est quand s'il y a des candidats à l'investiture que vous ne connaissez pas et tout, c'est quand même important de prendre un moment avec eux, discuter avec eux de comme, eux autres, c'est quoi leurs attentes, c'est quoi leur vision d'une campagne électorale. Là, des fois, ils n'ont pas aidé, peut-être qu'ils des fois, ils n'ont jamais entendu parler de ça, du pointage. Fait que juste comme voir avec eux, c'est quoi leurs attentes, c'est quoi leurs besoins. Ils ont-ils besoin d'une compensation financière? Ça se peut aussi qu'ils se libèrent de leur emploi, puis ils ont une perte de salaire, puis ils ont besoin de vivre, là, donc il faut discuter avec ça avec eux. C'est quoi leur vision de la campagne? Ont-ils des priorités politiques comme qui leur tiennent à cœur? Qu'est-ce qui les motive et tout? Juste avoir une discussion là, avec eux là-dessus, puis leur dire aussi, bon, mais comme l'expliquer comment ça va se passer la campagne, ça va ressembler à quoi, c'est quoi leur rôle, puis leur place dans l'équipe aussi. C'est une campagne électorale. Nous, on est tout le temps focusé pointage, travail terrain. Puis, le candidat, souvent, il mène une campagne complètement parallèle où il va comme toujours sur le terrain, il va presque jamais dans le local, il rencontre des gens, comme juste
jaser de ça aussi, là, puis qu'ils comprennent aussi qu'il y a comme toute une autre opération de campagne qui est comme complètement différente, mais qui est extrêmement importante. Parler du processus, du fonctionnement du processus décisionnel aussi. On vous l'a déjà dit dans le passé, une campagne électorale, il y a 33 à 39 jours, là, c'est un moment pour opérationnaliser des choses. C'est bien en amont avec l'équipe électorale de discuter un peu des grandes orientations, s'entendre sur les grandes orientations, mais après ça, pendant la campagne, il faut que ça gagne. Puis, des fois, il y a des changements au plan, puis il y a des décisions qui doivent être prises. Fait que, c'est important que les docs, vous ayez la latitude de prendre ces décisions-là. Donc, s'entendre avec la personne candidate aussi là-dessus, c'est quand même assez important pour le bon fonctionnement de votre campagne. Ensuite aussi, mettre à jour la personne candidate sur c'est quoi vos démarches de recrutement de comité électoral, valider la composition avec elle, voir des suggestions aussi de personnes avec qui elle aimerait ça travailler. Je pense que c'est quand même important qu'elle se sente en confiance avec les gens avec qui elle va travailler. Puis des fois, il y en a qui travaillent déjà avec des gens puis qui ont des personnes de confiance. Puis tant mieux, parce que probablement que vous allez quand même avoir besoin d'autres gens pour former votre comité électoral. Fait que si les candidats ou candidates ont des idées, tant mieux. Voilà. Donc, après ça, c'est ça. De là, il faut finir un peu le travail de recrutement du comité électoral. Fait que approcher les personnes que les gens de votre comité électoral vont suggérer, la personne candidate, etc. Là, bon, je ne répéterai pas, on en a déjà parlé. C'est le moment aussi de faire une première ébauche de vos prévisions budgétaires de la campagne. On a déjà mis un outil dans votre fichier Drive, mais il faut qu'on fasse des modifications dedans. Là, donc, puis de toute façon, ce n'est pas pour tout de suite. Là, vous n'avez pas à faire vos prévisions maintenant, mais donc, d'ici le prochain mois, là, les modifications vont être faites, mais vous allez pouvoir là-dedans, il va y avoir comme c'est un outil que vous pouvez utiliser tout le long de la campagne, que votre responsable des finances va pouvoir rentrer toutes les dépenses là-dedans. Ça va se mettre automatiquement là, dans votre onglet général de dépenses. Ça, vous allez voir en temps réel comme qu'est-ce que vous avez dépensé. Mais vous allez pouvoir aussi voir, il y a un modèle qui va être là, puis vous allez pouvoir aussi indiquer là, des prévisions que vous de votre budget. Fait que dans le fond, l'idée, c'est surtout de quand vous allez avoir une idée de votre équipe électorale, puis c'est quoi leurs besoins en termes de compensation financière, puis c'est quand même déterminant les compensations financières dans vos prévisions budgétaires. C'est comme un poste qui est comme budgétaire qui est difficile à compresser. Donc, une fois que vous allez avoir une vision un peu plus globale de combien d'argent vous allez devoir mettre là-dedans, après ça va vous aider, entre autres, quand il va être le moment de louer votre local, puis surtout de commander vos pancartes, voir combien d'argent réellement vous avez. Voilà. Fait qu'après, là, quand vous allez avoir une idée de votre comité électoral, il y aura ça à faire. Ça va être important aussi de rencontrer le COCO pour arrimer les plans de mobilisation post-investiture, surtout pendant l'été. C'est un moment où il y a du flottement des fois. Puis, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, là, comme il y a différents modèles. Ça arrive dans des circonscriptions où le comité électoral il prend plus de place pendant l'été, puis comme finalement opérationnalise le plan de mobilisation. Des fois, c'est le COCO qui le fait. Honnêtement, il n'y a pas de préférence. C'est vraiment, ça va dépendre du COCO et de vous, de qui est disponible, qui est motivé. L'important, c'est qu'il y a un travail de recrutement de bénévoles qui est fait en continu. L'important, c'est qu'il y ait des séances de porte-à-porte qui se fassent tout au long de l'été. Là, je dis porte-à-porte, mais il y a aussi du tractage, signature de pétition, s'il y a des événements d'envergure ou des ventes de trottoirs, etc. C'est d'assurer une présence là, puis bref, faire du travail sur le terrain. Cet été, ça va être important. Fait que juste s'assurer que ça se fasse. Fait que peu importe c'est qui le fait, juste entendre qui fait quoi avec le COCO. Ensuite, on a organisé un recrutamier, mais moi, je vous le suggère très fortement pour s'assurer de récolter des dons puis de recruter des bénévoles dans l'entourage de votre équipe électorale ou du COCO. Puis de la personne candidate, surtout, la personne candidate, elle connaît du monde. C'est elle qui se présente. Fait qu'elle a toute la légitimité de demander aux gens qu'elle connaît de venir l'aider. Fait que moi, je vous suggère de faire un recrutamier. C'est bien simple. Vous réunissez, vous buvez du vin et de la bière, potluck, puis comme vous contactez les gens de votre entourage. Je pense que c'est la meilleure façon que les gens de votre équipe électorale le fassent pour de vrai. Mais sinon, vous pouvez aussi leur dire de faire ça et essayer de faire des suivis avec eux régulièrement. C'est à votre guise, là, mais bref, c'est comme probablement la meilleure façon de recruter des bénévoles, c'est de contacter, c'est d'y aller avec l'entourage des gens impliqués. Fait que je vous incite fortement à faire ça.
Puis ensuite, ben, il va y avoir d'autres rencontres de comité électoral à faire là, pendant la post-investiture. Puis j'ai d'autres au pluriel. Là, c'est à vous de voir combien vous voulez en faire, mais l'important, c'est que, que l'équipe du comité électoral, la personne candidate, ils se voient au complet, là, parce que pendant l'investiture, ils n'ont peut-être pas eu cette occasion-là. Présenter à tout le monde c'est quoi justement l'analyse de la circonscription qui va avoir été faite, la proposition de plan de travail terrain, c'est quoi une présentation du budget préliminaire que vous allez avoir fait. Discuter avec tout le monde de c'est quoi le processus décisionnel en campagne, qui est consulté quand, qui est impliqué dans les prises de décision. Ça aussi, c'est important pour s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit pendant la campagne, qu'il n'y ait pas de gens qui se disent « Ah, je n'ai pas été consulté pour ça ». Vous entendez en avance. Comme ça, c'est clair, puis ça évite les frictions. Puis, finaliser le plan de mobilisation de l'été. Suite aux discussions que vous auriez eues avec le COCO, là, après ça, vous verrez qu'est-ce qu'il y en est. Aussi, dès que la personne est élue, votre candidate est élue, ben, c'est important aussi là, que l'attaché politique ait une rencontre avec la personne candidate. Il y a vous, mais il y a aussi l'attaché politique, étant donné que l'attaché politique va suivre la personne candidate à tous les jours, 12 heures par jour. Là, donc, il faut qu'ils s'entendent bien, il faut qu'ils se connaissent bien, il faut que la personne attachée politique sache c'est quoi aussi les besoins de la personne candidate. Fait que, avoir une discussion sur c'est quoi ses forces, ses faiblesses, c'est quoi ses besoins, est-ce qu'il y a besoin de formation, est-ce que, puis là, tu sais, j'ai été large, là, ça va être quoi ses besoins, ses moments de repos dans la campagne? Est-ce que ça a besoin d'une journée par semaine, X nombre de soirs ou les matins parce qu'elle a des enfants et tout? Comme c'est des discussions qu'il faut avoir avant la campagne. Comme c'est niaiseux, mais comme c'est quoi ses repas, qu'est-ce qu'elle aime, étant donné que souvent l'attaché politique va comme finalement souvent aller chercher les repas pour la personne candidate. C'est quoi ton préparation qu'elle a besoin avant des entrevues, les débats et tout. Bon, ça se peut qu'elle n'ait pas toutes les réponses à ça. Là. Fait que, mon point étant une discussion assez large sur c'est quoi ses besoins. Il y a un travail aussi d'identifier c'est quoi les événements publics de la circonscription, la candidate et où les bénévoles peuvent aller là, cet été, puis pendant la campagne. Il y en a des événements qui sont déjà publics, là, ça ne veut pas dire. Évidemment, il y en a d'autres qui vont se rajouter, mais si c'est déjà possible de commencer à éplucher un peu les événements, voir où la candidate, la personne candidate peut aller se faire voir. Voilà, aussi faire une liste d'endroits publics où la personne peut aller tracter là, pendant la campagne, des centres d'achat, épicerie et tout. Ça peut être en collaboration avec une personne qui fait le travail terrain, là, mais si c'est fait en avance, c'est plus facile. Après, pendant la campagne, quand tu es comme OK, j'ai un temps mort, où est-ce qu'on va? OK, on a cette liste-là, allons-y. Voilà. Commencer à faire une liste des groupes importants dans la circonscription, que ça serait important que la personne candidate rencontre, puis organiser ces rencontres-là avec la personne candidate. Idéalement, là, quand même, idéalement en juin, au début août, parce qu'évidemment, pendant l'été, ces groupes-là, ils sont en vacances. Là. Puis comme on disait là, la dernière formation, on s'entend que c'est pas ça qui va aller chercher des votes, là, des groupes avec des rencontres avec des groupes, des organismes du comté, mais c'est vraiment bien aussi pour outiller la personne candidate sur c'est quoi les enjeux de la circonscription, qu'elle maîtrise un peu plus ça, puis ça va être utile pour quand elle va être en débat, en entrevue, etc., juste pour qu'elle se sente en confiance, puis qu'elle sente que comme elle connaît la circo. Voilà, puis donc commencer à faire ces rencontres-là. Là, comme, mettons, d'ici à comme fin juin, début juillet, là j'en ai passé pas mal. Il y a un autre petit bout après, mais je ferai peut-être une pause pour voir, avez-vous des questions sur comme un ou des éléments que j'ai mentionnés jusqu'à présent? Est-ce que j'ai été trop vite? C'est bon? All right. Puis après ça, vous pourrez prendre le temps de le relire. Et si vous avez des questions rendues là, comme je suis disponible, vos agents de développement aussi sont disponibles. Donc, vous pouvez, n'hésitez pas à les solliciter. Fait que je vais continuer. Ensuite, bon, encore là, l'échéancier, c'est général et flexible, là, mais de mai en juin à juillet, là, il va falloir commencer à faire le plan de communication. Encore une fois, le national, il y a des gens de l'équipe des communications qui vont vous contacter pour organiser une rencontre pour comme travailler un peu le plan de communication avec vous. Fait que je n'irai pas plus en détail parce que je ne connais pas ça. Fait que je ne vais pas m'inventer des compétences que je n'ai pas. Mais une fois que ça va être fait, évidemment, ça va être plus important de le présenter à l'équipe électorale là, une fois complété. Voilà. Ensuite, à partir de l'ensemble de ça, un peu votre plan
travail terrain, votre temps de communication, mais là, vous allez pouvoir aussi faire votre calendrier de campagne. Puis là, il y a un modèle qui est là, puis je vais vous en reparler plus tard, tout à l'heure dans la rencontre, là, donc je n'irai pas plus en détail. Ensuite, votre personne responsable du local, puis là, je dis avec Doc parce que je suis pas mal certaine que vous allez tous vouloir vous impliquer dans ces tâches-là. Bien, premièrement, faire l'inventaire du matériel et du mobilier nécessaire pour votre local. Puis là, on va vous fournir une liste. Là, on est en train de préparer de toute façon une formation pour le camp de formation sur la gestion du local avec une liste complète de c'est quoi le matériel que vous allez avoir de besoin. Puis, ben voilà, il faut faire l'inventaire de, voir c'est quoi les matériels que vous avez besoin, puis ensuite faire l'inventaire de ce que l'association a, parce que l'association en a déjà fait des campagnes, fait que ça se peut qu'elle ait du matériel de stocker. Peut-être pas, mais ça se peut. Donc, voir qu'est-ce qu'il y en a, puis après ça, voir qu'est-ce que vous avez besoin, puis commencer à faire cette recherche de matériel-là. Matériel immobilier, là, si on parle de table, de chaises, etc. Puis là, comme je disais, souvent, là, il y a comme 3 trucs différents. Là. Un, vous demandez à vos militants, vous pouvez faire un formulaire puis faire circuler ça à vos membres, vos militants pour voir qui veut vous louer, parce qu'il ne peut pas prêter officiellement, là, mais comme vous louez à 2 piastres une cafetière, mettons, etc. Fait que, ça, c'est une façon d'aller chercher ce matériel-là. Pour les mobiliers, là, tables et chaises, vous pouvez aussi aller le chercher chez des militants. Des fois, il y a des groupes communautaires qui sont prêts à vous en louer pour pas cher aussi. Ça peut être intéressant de voir ça. Moi, sur 3 campagnes que j'ai dockées, il y en a 2 sur les 3 que j'ai réussi à avoir des tables et des chaises de groupes communautaires. C'est très, très aidant. Puis sinon, il y a des compagnies de location aussi là, qui en louent. Ceci étant dit, tout le monde va louer du mobilier à ce moment-là, toutes les parties, plus le DGEQ va en louer aussi. Fait que ça va partir vite. Fait que je vous dis tout de suite. Sinon, en juin, vous pouvez déjà commencer à faire votre repérage de votre local. Là, fin juin, commencer à faire des visites en juillet, voir qu'est-ce qui est disponible. Puis là, c'est toujours un peu difficile. Là. Il y a des locaux qui étaient disponibles, qui ne seront plus disponibles rendus à fin juillet. Il y a des propriétaires qui vont dire oui, mais si j'ai un locataire, quelqu'un qui veut le signer pour 1 an, 2, too bad. T'sais. Fait que vaut mieux vous faire une plus grosse liste que passer, vous prévoir des plans A, des plans B. Puis, ouais, j'ai pas écrit quand signer le bail. Nous, on vous suggère de signer le bail. Là. Ah oui, c'est ça, en juillet. Là, dès que c'est possible, si vous êtes capable de pouvoir signer le bail en juillet pour une entrée dans le local à la mi-août, si c'est possible. Après ça, comme je dis, ça dépend des propriétaires. Il y a beaucoup de négociations à faire avec eux. Mais le plus tôt vous êtes capable de le signer, tant mieux. Puis quand je dis pour mi-août, c'est parce que aussi vous n'avez pas de l'argent à l'infini pour payer un local en pré-campagne. Donc, voilà. Dès la signature du bail, vous appelez Vidéotron, là, comme dans la seconde même, vous appelez Vidéotron pour réserver une date d'installation. Parce que vous avez absolument besoin, évidemment, de votre adresse pour pouvoir faire une réservation de date. Ça aussi, toutes les parties vont se garrocher pour prendre des rendez-vous. Donc, si vous ne voulez pas vous ramasser à une semaine plus tard, il ne faut pas niaiser. Donc, c'est ça. Dès que vous avez une adresse, un bail signé, vous appelez Vidéotron. Et il va falloir signer aussi le contrat d'assurance du national. Puis ensuite, là, ça aussi, là, mai-juillet, commencez à faire votre plan d'affichage, votre commande de matériel, des pliants affiches. Ça, c'est ça sera quand le national va vous envoyer le formulaire de commande. Je ne sais pas encore c'est quand, mais ça devrait être dans ces eaux-là. Puis ensuite, mois d'août, faire signer les contrats de travail aux membres de l'équipe qui auront des compensations financières. Ça aussi, on va avoir un modèle pour vous. Vous faire un plan d'installation du local, là, ça a l'air niaiseux, là, mais c'est un vrai déménagement. Là, comme ça, c'est de la job. Puis comme c'est toujours un aspect là, qu'on oublie dans une campagne parce que c'est pas de la grande stratégie, de la grande planif, mais comme il faut rentrer dans votre local, il faut aller. Vous allez aller chercher du matériel peut-être chez comme 10-15 militants. Là, fait que ça s'organise. Donc, faites un plan pour ça. Vous avez besoin de militants pour aménager le local, déplacer des meubles, nettoyer le local, etc. Là. Donc, faire ce plan-là. Préparer votre événement d'ouverture du local. Ce n'est pas nécessairement obligé d'être un gros show. Ça peut être juste un petit brunch ou un 5 à 7, mais comme il faut l'organiser. Puis ensuite, entrer dans le local, là, idéalement autour du 14-12 qu'on vous suggère.
Évidemment, ça va dépendre de votre capacité à signer les baux, ça va dépendre de votre capacité à payer votre local en avance, ça va être quoi le prix de votre local, ça dépend, tout dépend selon où vous êtes là, dans les grands centres urbains. Des fois, ça coûte très cher, fait que c'est peut-être pas possible. C'est ça, c'est à voir. Donc, je pense que ça fait un peu le tour, là. J'ai essayé d'aller pas trop dans le détail, mais quand même que ça soit complet. Comme je dis, si vous avez d'autres questions à venir, là, vous pouvez. Effectivement, Charlotte, pas Charlotte, Émilie dit que le plan pour vider le local, ça doit se faire aussi à l'avance. C'est vrai, là, il y a des choses qu'il faut planifier pour après la campagne, il y a des affichages, la soirée électorale. Moi, pour l'instant, je me suis concentrée sur ce que vous devez faire pour réussir à gagner. Après ça, évidemment, il y aura autre chose à faire. Mais on pourra regarder ça en temps et lieu. Mais oui, effectivement. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur l'espèce de liste de tâches, échéanciers? Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que ça vous fait peur? Émilie a l'air très motivée. C'est bon, pas de questions, commentaires? All right. Super. Fait que j'imagine que c'était clair, puis vous étiez prêts et prêtes. Hey, Josiane, oui. Juste 2 secondes. Salut tout le monde. Pour celles et ceux que je connais. Je me demandais si dans la gang, il y en avait qui étaient dans des méga grandes circonscriptions, à part Justin. Là, nous, on est à Gaspé, fait que l'enjeu du local sur une circonscription de 400 km de long est un beau défi. Là. Allô, Nicole? Allô? Mais ouais, c'est ça. Je me demandais s'il y avait du monde dans des méga gros circos. OK. Ben, je dirais que la plus grosse circo là, avec Gaspé, c'est pas mal Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Puis après ça, je pense que ça va être Saint-François. Là. Le reste, c'est effectivement des. Rimouski. Oui, sauf que nous, la question du local, elle ne se pose pas. Là, on ne va pas aller mettre un local à Saint-Marcelin. On a Rimouski. Ouais. Ouais. Genre affichage, machin. Malade. Cool. Merci. je suis tellement mêlée face à ça. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas comment on va. Oui, moi, je suggère, Charlotte, peut-être d'avoir un local, évidemment, trouver votre centre urbain qui est le plus gros, là, puis ensuite, avoir des genres de maisons de zone. Ce n'est pas un local officiel avec pignon sur rue, grosse vitrine, mais avoir, mettons, à Saint-Anne-des-Monts, avoir la maison d'un militant qui peut être un point de ralliement avant d'aller faire des séances de porte-à-porte, parce que j'ai pu comprendre qu'à Gaspé, c'était même possible de faire du porte-à-porte. Donc, avoir identifier des lieux comme ça dans des villes. Mais peut-être, Justin, tu pourrais aussi compléter, étant donné que tu as quand même fait campagne, mais Justin et Nicole, là, au Témisque, je ne sais pas comment vous avez fonctionné. Ben, c'est un peu ce que tu décris, Josiane, mais c'est plus, dans mon expérience, c'est plus au cas par cas que ça. Là. La réalité, c'est que disons, le centre de gravité de la circonscription est tellement difficile à éviter. Généralement, c'est juste difficile de mobiliser des gens de manière soutenue dans le reste de la circonscription. Soit dans la Haute-Gaspésie ou dans le Témiscamingue ou dans la MRC de Quaticook. Quaticook, c'est un peu particulier, mais au final, on t'essaye de faire quelque chose une fois, mais tu demandes à quelqu'un de t'accueillir cette fois-là. Ça se peut que ce soit une personne différente à chaque fois, mais ouais, c'est ça. La réalité, c'est que de manière soutenue, en tout cas, moi, je n'ai pas vu ça. Là, réussir à maintenir 2 foyers militants actifs dans une circonscription tout en même temps, ça n'a pas de sens. C'est pas possible non plus d'avoir 2 locaux avec des téléphones pour tout faire. Fait qu'il faut trancher quelque part puis avoir un local électoral. Puis le reste, ben, c'est ça, c'est du satellite. Excellent, merci. Il y a Émilie, puis ensuite Caroline. Je ne sais pas si Caroline veut faire du pouce sur la discussion. Moi, c'est plus pour le merge entre budget pré-campagne et campagne. Fait que je ne sais pas, Caroline, tu veux continuer sur... Oui, je peux y aller, ça va être 2 secondes. Excusez, je suis en train de coucher mon coco en même temps. Je voulais juste dire à Charlotte que mon chum est en train de faire un truc qui cartographie les membres de la circonscription. Fait que tu aurais juste à rentrer tes adresses puis tu pourrais voir où est-ce que ton centre de membres y est. Fait que ça pourrait peut-être t'aider pour choisir ton lieu de local.
On souhaite bonne nuit à ton garçon. Si tu peux nous envoyer, Caroline, ce lien-là aussi, je suis curieuse de voir ça. Oui, on peaufine puis on vous envoie. Excellent, merci. Émilie? Oui, mais dans le fond, Josiane, tu parlais de prévoir le budget de campagne et de prévoir une date, la date d'entrée dans le local vers la mi-août. Juste parce que souvent, en fait, le COCO est responsable du budget jusqu'à l'investiture. Après ça, il y a comme une passation de la gestion du budget qui se fait au comité électoral. Mais ça vaut peut-être la peine déjà de parler de budget avec les COCO pour tout ce qui est des contrats de pré-campagne. Parce que, tu sais, on a suivi la formation avec Marie-Noël Lemoine. Ça vaut la peine de peut-être y retourner pour les personnes qui n'étaient pas nécessairement là, parce qu'il y a comme toute une marge du budget de RH qui vaut vraiment la peine d'allouer en contrat de pré-campagne compte tenu de la limite de nos budgets puis de tout le travail qui peut être rémunéré pour du travail de pré-campagne. Mais juste par rapport à ça, ça vaut vraiment la peine de plonger dans les finances pour voir qu'est-ce qui est possible jusqu'au déclenchement de campagne, puis quand même se prévoir, quand on parle d'entrer dans un local à la mi-août, ça paraît pas, mais de la mi-août jusqu'au décret, la dernière fois, c'est le 23 août, ben, nous, dans Mercier, puis même dans SMSJ, on parle quand même d'un 1500, 1900 $ de dépenses pour le loyer. Ça, c'est pour, je parle des campagnes dans les coins hyper gentrifiés où les locaux coûtent cher, mais il faut quand même prévoir un bon buffer pour le temps en pré-campagne. Fait que, dépendamment de la réalité de chacun, c'est qu'est-ce que vous avez comme marge de manœuvre avant la campagne, ça vaut la peine de regarder ça un petit peu à l'avance. Puis si vous avez des questions, ça me fera plaisir aussi d'y répondre. Je sais que vos agents de développement puis Josiane vont pouvoir aussi vous outiller là-dedans, mais c'est ça. Pas juste commencer vos prévisions budgétaires. Il y a ce qui nous est permis de dépenser à partir du déclenchement de la campagne, mais ça vaut la peine de prévoir un petit peu avant, puis de même prévoir un petit peu après. Le salaire des AAO, par exemple, évidemment, vous devez les engager et d'autant plus pour vous donner le go avant chaque dépense que vous allez faire, mais ils ont tout un travail qui va suivre la campagne électorale. Fait que, c'est 2-3 mois que vous pouvez aussi répartir leur salaire pour aussi comme faire en sorte que ce soit une petite pression de moins sur le budget RH pendant la campagne. Merci, Émilie. Excellent point. Effectivement, ça, entre autres, pourquoi l'outil de budget, on veut le modifier, c'est parce qu'on veut aussi ajouter un modèle de dépenses hors campagne, puis on veut intégrer le volet hors campagne dans l'outil. Ce qu'on vous propose, c'est de prévoir un 10 000 $ de pré-campagne, mais de hors campagne, très majoritairement en pré-campagne. Puis c'est ça, c'est sûr qu'il faut en discuter avec le COCO de l'association locale. Là, ça, c'est bien évident. Puis nous, de toute façon, ce qu'on regarde là, pour l'instant, ça regarde bien pas mal là, pour, dans la majorité des cas pour atteindre là, le plafond de dépenses puis le 10 000. Il y a aussi des emprunts là, que c'est possible de faire, puis on vous recommande de le faire. Il n'y a pas vraiment d'enjeu, là, comme avec le remboursement de vos dépenses électorales. Vos prêts vont se rembourser là, automatiquement. Fait qu'on n'est jamais endetté. Là, on est vraiment sur la coche à QS. Là, on ne s'endette pas beaucoup. Jamais on rembourse très, très vite. Même que si vous voulez faire de l'intérêt là-dessus en disant je vais prêter au parti, vous n'allez pas faire beaucoup d'argent parce que ça ne durera pas longtemps. Donc, j'ai mentionné ça. Puis, une autre chose que je veux vous mentionner pour que vous le sachiez, c'est qu'il y a certaines circonscriptions ici qui vont avoir des surplus. Même là, quand on compte leur plafond de dépenses pour 10 000, ils vont avoir beaucoup plus d'argent. Je pense à Mercier, entre autres, puis à certaines circonscriptions, là, surtout à Montréal, ils vont avoir des surplus. Fait moi, je vais écrire au COCO prochainement pour leur demander s'ils sont prêts à verser ces surplus-là. Une autre circonscription qui est fort probablement ici, qui, elles, ne sont pas qui vont leur manquer de l'argent.
Fait que, tu sais, dites-vous pas, ah, super, je pourrais dépenser 30 000 en pré-campagne, let's go. Non, il y a des circonscriptions qui en ont peut-être plus de besoin, fait que, mais on va s'assurer que tout le monde ait leur plafond, puis à peu près 10 000 de pré-campagne si on compte aussi les emprunts. Voilà. Oui, Émilie? Ben, c'était juste pour compléter, peut-être dans l'échéancier, Josiane, il faudrait comme, tu sais, dans le fond, c'est sûr que la partie négo-contrat pour les personnes qui vont être sur la campagne apparaît au mois d'août, mais ça vaudrait la peine de peut-être comme mettre un volet négo-contrat pré-campagne à partir du mois d'avril même. Tu sais, si vous pouvez engager des personnes qui vont travailler sur la campagne pour consolider la base de militants, de bénévoles pour faire un plan de pré-campagne ou quoi que ce soit, vous commencez à les rémunérer mois d'avril, mois de mai même, pour que ce soit une suite logique quand vous arrivez avec vos contrats de campagne. Ça vaut la peine de regarder ça plus tôt que tard. Oui, tout à fait. Dans le fond, c'est parce que l'idée, en tout cas, l'idée, c'est que vous négociez vos compensations avec les gens. Puis ensuite, quand vous allez voir, ça ressemble à quoi votre total. Là, vous allez voir combien vous avez besoin de répartir en pré-campagne. L'idée, c'est que vous pouvez signer les contrats de travail au mois d'août, même si vous rentrez des heures au mois d'avril. C'est correct. Vous pouvez faire un seul contrat qui répartit tout ça. Le modèle va comprendre ça. Excellent. Autre question, commentaire? Non. Donc, j'irai avec Justin. Là, c'est le point 2 qui est un petit peu plus de détail sur comment à court terme, là, le travail d'analyse à Circo, puis un peu en prévision de la rencontre qu'on veut faire avec votre petite équipe travail terrain là, pour pousser un peu plus cela. Donc, voilà, Justin, je te laisse la parole. All right. Comme d'habitude, c'est moi qui débarque quand on parle de pointage. Fait que là, en fait, je suis là pour rendre un petit peu plus concrètes certaines tâches qu'on vous a confiées dans des rencontres précédentes. Donc, dans le fond, vous avez parlé là, de faire une espèce d'analyse rapide de vos résultats électoraux, de regarder combien de votes vous aviez eu dans chaque section de vote. Puis, rapidement, là, je ne sais plus si on vous l'avait dit dans les dernières rencontres, mais on vous propose de faire à l'avance une espèce de grossière équivalence là, entre les sections de vote de 2018 puis celles de 2022. Puis l'idée avec ça, c'est de vous faire un outil de travail qui va accélérer le processus de dispatch sur le terrain pendant la campagne électorale. Quand vous allez regarder vos résultats, dire OK, ça c'était bon, je vais envoyer quelqu'un faire du porte-à-porte là-bas. All right, la section 3 est rendue la 29. On va envoyer du monde là. Je vais vous partager mon écran. Ah, il faudrait que tu me nommes animateur, chère Josiane. C'est fait. All right, merci beaucoup. Bon. Voilà. Excusez-moi, ça a l'air, je n'ai jamais autorisé cette machine-là à avoir accès à mon écran. Ça se peut qu'il s'en suive une rapide déconnexion, reconnexion, vous m'en excuserez. Je reviens dans une minute, donc. Pardonnez mon absence momentanée. Mais pendant ce temps-là, je peux aussi peut-être vous faire une mise en contexte. Là, quand je disais qu'on va faire des rencontres avec vous, là, évidemment, vous êtes nombreux, donc on ne peut pas tout faire ça en même temps. Fait qu'on va échelonner ça un peu là, de fin avril jusqu'à plus, ça peut aller jusqu'en juillet. Puis l'idée, on va commencer par cette rencontre-là. Ensuite, il y aura la rencontre sur le plan de communication. Fait que dans tous les cas, ça va être ça la séquence, mais on va commencer avec les circonscriptions, soit qui ont des députés ou la circonscription où la candidature elle est claire. Là. Il n'y a pas, qu'il y a pas d'investiture contestée et tout. Comme ça, ben, donc le comité électoral aussi est un peu plus, il est un peu plus clair. Fait qu'on va commencer comme ça vers la fin avril. Puis ensuite, là, ainsi de suite, on va continuer jusqu'à fin juin pour faire ces rencontres-là. Fait que je le mentionne. Puis aussi, petite exception pour les circonscriptions avec des députés qui sont assez sécures. Là, donc, on parle là, surtout, là, il y en a 5 à Montréal. Là, ben, bon, Mercier, Sainte-Marie-Saint-Jacques, Gouin, Laurier-de-Rion, Chagrin-Maisonneuve, puis bon, Tachereau.
dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on ferait une rencontre, mais avec vous 6 en même temps. Puisque, dans le fond, vous, les objectifs, c'est principalement de refaire la même chose que la dernière fois. Là. Il n'y a pas comme il n'y a pas de suranalyse à faire ici. Puis aussi, oui, juste pour vous parler aussi de comme c'est quoi vos objectifs à vous, puis parce qu'éventuellement, on va vous demander d'aller aider d'autres mondes. Là. Fait qu'on va faire une rencontre à part pour vous au lieu de faire cette rencontre individuelle. Là. Fait que voilà. Donc, Justin est de retour. J'ai eu le temps de faire un mini point en attendant. Donc. Vas-y. Veux-tu me désigner à nouveau comme présentateur? On penserait qu'après 2 ans, on serait rendu bon, mais non. Moi, dans mon cas, ça ne s'est pas matérialisé. Merci, Josiane. OK, vous devriez maintenant voir dans mon écran là, une belle feuille Google Sheet avec 2 colonnes jaunes. Donc, grosso modo, dans cet objectif, dans ce document-là, il va y avoir plusieurs choses en une. Je vais me concentrer sur la moitié gauche de la feuille pour ce soir. On va revenir avec vous là, sur la moitié droite à un moment ultérieur dans les rencontres avec les agents de développement. Donc, grosso modo, on va vous fournir dans les semaines qui viennent progressivement pour votre circonscription, on va vous faire cette feuille-là. Dans la feuille, vous allez déjà avoir toutes les sections de vote de 2018, le nombre de votes que Québec solidaire a obtenu dans cette section de vote-là, le nombre de bulletins valides. Donc, on va comme pré-remplir des informations pour vous. Puis, on a mis ici en jaune les colonnes qu'on s'attend à ce que vous remplissiez. Donc, la première colonne à remplir ici, c'est comme je disais, la correspondance avec les sections de vote de 2018. Puis là, vous pouvez voir un peu le flot de travail qu'on va vous suggérer ici. Là, quand je disais partir des résultats de 2018, dire OK, ça c'est bien bon, parfait. Bien là, c'est ma section de vote 3 est rendue, c'est la section de vote 33 en 2022. Donc, je vais envoyer des gens faire du porte-à-porte là-bas parce que les résultats étaient excellents. Puis ensuite, vous voyez, il y a la notion de secteur. Donc, pour les gens qui étaient là à la formation pointage, vous allez vous souvenir peut-être de quoi il est question. Comme il y a quelques personnes qui n'étaient pas là, je vais peut-être prendre un 30 secondes pour revenir là-dessus. Dans l'analyse des résultats électoraux de votre circonscription, je vous recommande de diviser votre circonscription en une dizaine de secteurs de travail à peu près. Ces secteurs-là, ils ont principalement pour fonction de faciliter votre compréhension globale des dynamiques dans la circonscription. Donc, grosso modo, vous voulez mettre ensemble des secteurs qui sont contigus, qui se ressemblent ou qui sont pertinents ensemble. Donc, je vous donne un exemple. Là. Dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, on avait divisé le Témiscamingue en 4, puis la MRC de Rouyn-Noranda en 6, 7 à peu près. Ça vous donne à peu près une idée de la taille. Là. Ça fait quand même quelques sections. Puis l'idée, c'est de dire, OK, mon pointage dans Témiscamingue Centre, c'est bon, ça rentre à un bon degré. Peut-être que j'aimerais savoir un petit peu plus de sympathisants. Ça serait quoi la meilleure action à faire dans ce secteur-là pour aller chercher plus de sympathisants plus vite? Puis là, donc, à ce moment-là, vous pourrez décliner ce travail-là sur les sections de vote rendues là. Mais c'est beaucoup plus facile de garder en tête, d'envisager votre travail sur 10, 11, 12 secteurs que sur 150 sections de vote en même temps. Puis évidemment, ça rend vos statistiques plus faciles à lire. Donc, ce qu'on vous propose de faire ici, ça va être dans l'onglet secteur, de venir créer des secteurs de travail comme ça, Témiscamingue Centre, pour lesquels là, les données vont venir se calculer automatiquement une fois que vous allez les avoir assignés à des sections de vote. Donc là, si je viens ici, vous voyez que la section que j'ai créée, elle apparaît automatiquement dans le menu déroulant. Donc, vous voyez ici là, les 3 tâches qu'on vous propose. Venir faire votre correspondance de section de vote entre la carte de 2018 et la carte de 2022. Venir créer vos sections de vote ici. Puis venir assigner vos sections de vote de 2022 à des secteurs de travail. Puis bien évidemment, le bénéfice, c'est qu'après ça, ça va calculer toutes vos statistiques pour vous. Là, ça va les agréger par secteur. On vous demande de faire ce travail-là parce qu'il y a un intérêt pour nous au national. Ça va nous permettre, ça va nous faciliter les suivis. Puis je dis nous, puis je ne serai pas au national. Là, en fait, c'est pour Josiane que vous faites ça. Donc, c'est pour faciliter les suivis, puis un petit peu la compréhension de ce qui se passe au local, sur le terrain, puis voir pourquoi vous faites certains choix de travail terrain plutôt que d'autres. Donc, on veut centraliser ça là-dedans. Oui, c'est l'essentiel de la tâche. On avait dit qu'on ne parlait pas du reste du fichier ce soir, Josiane.
Non, effectivement, mais on peut quand même dire globalement que ce fichier-là est en travail. Là. Il y a des trucs là, à faire maintenant. Mais notre objectif aussi, c'est que ça soit utile pour vous en campagne. C'est pas juste pour que moi, je vois comment que ça va. C'est aussi, souvent, pendant la campagne électorale, à chaque jour de pointage, et comme il faut consigner maintenant quelque part qu'est-ce que vous faites ou pour que vous-même vous retrouvez, là, de savoir ce que vous avez fait, puis what's next, ben, il va y avoir aussi un ajout de type journal de bord aussi qu'à chaque jour, vous allez pouvoir remplir. Tout ça va comme s'intégrer là-dedans, puis on va voir combien de fois vous avez passé dans tel secteur, pour un peu aussi éventuellement, là, vers la fin de la campagne, hein, quand on va chercher des S, là, ça va être utile de savoir comme OK, comme c'est quoi les objectifs qu'on voulait dans ce pôle-là, dans ce secteur-là? On en est où dans nos objectifs? Combien de fois qu'on a essayé de les appeler? On est-tu encore capable de trouver des S là ou vaut mieux aller ailleurs? L'idée, c'est d'être capable de créer un outil qui va nous faciliter le travail. Parce que pour l'instant, le logiciel de pointage ne permet pas nécessairement de faire ça. Fait qu'on travaille pour avoir quelque chose qui va être assez complet et qui va être utile pour vous. Donc, fait que voilà, c'est ça. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur, en tout cas, du moins, là, les tâches à moyen terme là, que Justin là, vous parlez ou ça vous semble clair. C'est clair, pas de questions, pas de commentaires. Excellent. Super. Il y a peut-être dans certains d'entre vous que vos agents de développement vous ont contacté, là, surtout les premières circonscriptions dans le lot que nous, on peut rencontrer. Mais pour les autres, on vous suggère aussi dès maintenant appeler au DGE pour commander des cartes, de peut-être en commander là, une 2 de 2018 puis 2-3 de 2022 là, pour c'est ça, d'en avoir aussi pendant la campagne 2, 3, 4. Là. Puis, si vous avez envie de commencer à faire un travail de coloriage de la carte, ça va être fort utile pour la rencontre qu'on va faire aussi d'avoir un visuel. Puis, pour le reste de la campagne aussi, de le voir, ça change. Je vois que Charlotte demande, c'est nous qui commandons les cartes. Oui, dans votre cas de Gaspé, oui, mais ce n'est pas vous qui allez les payer parce que vous n'avez pas d'association fondée. Mais pour les autres, juste voir avec le coco, là, parce que évidemment, je pense que c'est comme 4 piastres par pancarte. C'est pas très cher. Fait que juste, évidemment, cette dépense-là doit être approuvée par votre coco, là, mais vous pouvez la commander vous-même, juste vous entendre avec le coco. Ou si vous êtes sur le coco, let's go, là, vous pouvez vous autoriser votre propre dépense. Donc, voilà. Oui, Gauthier. Je pense que c'est moi qui ai manqué l'information là, quand tu en as parlé, là, mais les nouveaux secteurs de vote vont être fournis par qui et quand? Oui, par c'est le sûr. DGEQ. Veux-tu que j'y aille, Josiane, ou veux-tu y aller? OK. C'est pour ça qu'on vous propose, c'est pour ça qu'on vous suggère fortement de commander des cartes de 2018 et de 2022. Donc, quand vous allez demander, là, en fait, vous demandez les cartes telles qu'elles étaient en vigueur à la dernière élection générale et vous demandez aussi des cartes telles qu'elles seront en vigueur pour l'élection générale de l'automne. Puis vous allez voir la différence entre les deux. Donc, les cartes de 2022, en fait, vont comporter les nouvelles subdivisions. Évidemment, trompez-vous pas, en fait, votre coloriage sur la carte de 2018, pas sur la carte de 2022, sinon vous allez voir qu'il y a des affaires qui ne matcheront pas. Excellent. Nicole? Juste préciser, moi j'ai fait la démarche, je n'ai pas pris celle de 2022 encore parce qu'ils ne sont pas terminés au DGEQ. Ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas encore à jour. Puis je vais juste dire aussi que pour des grandes circonscriptions, ce n'est pas 2-3 petites feuilles de 4 piastres, c'est 20 pages de 4 piastres. Là. Fait que c'est 80 $ du kit chez nous. Fait que si je n'en ferai pas venir 3-4 kits, je suis un peu cheap. En tout cas, on verra. Mais je veux juste que les gens le sachent. Excellent point, Nicole. Effectivement, moi, je fais toujours des campagnes dans des centres urbains, donc c'est pas une réalité que je connais, mais c'est vrai que des fois, il y en a plein. Là. Est-ce qu'ils t'ont dit si ça allait être fréquent, leur carte de 2022, Nicole? Non, il ne m'a pas précisé, mais il m'a dit que ça va changer un peu encore, fait que j'ai pas de date. Fait que c'est ça. Fait que j'ai dit je vais attendre d'abord avant de payer pour quelque chose qui n'est pas prêt. C'est logique. As-tu des infos là-dessus?
Ben non, non, absolument pas. En fait, ma vie va très bien. Je n'appelle pas souvent le DGEQ en ce moment. Je ne tiens pas à faire ça plus souvent que nécessaire. Mais cela dit, la dernière fois, on avait eu ça au cours du printemps. Là. Moi, j'ai le souvenir de quelque chose comme au courant du mois d'avril, vers la fin du mois d'avril, qu'on avait eu ça en 2018. J'espérais que ça soit plus rapide cette fois-ci, mais je ne suis pas complètement surpris par ce que j'entends. Fait que, merci de l'info. C'est bon à savoir. J'étais sur le point d'appeler pour acheter les miennes dans Saint-François. Fait que, cela dit, Nicole, tu me fais penser que c'est un super bon point qu'effectivement, là, l'analyse dans les circonscriptions rurales, ce qui peut être plus intéressant, en fait, c'est peut-être de commander les feuillets seulement des secteurs urbains de vos circonscriptions. Donc là, je pense à Charlotte dans Gaspé, c'est peut-être le feuillet de Gaspé, le feuillet de Percé à la limite. Et le restant, de toute façon, en fait, c'est beaucoup plus simple de l'analyser dans une feuille Excel par municipalité. Vous avez les municipalités là, dans les résultats que le DGEQ fournit. Fait que faites-vous votre fichier à part parce que le DGEQ, il ne donne pas une belle grande feuille avec le total de la circonscription. En fait, là, il s'arrange pour que chaque municipalité soit visible sur un feuillet. Fait que, de toute façon, l'exercice tel qu'on le fait dans les circonscriptions urbaines tient plus ou moins la route. Fait que c'est un bon conseil là, pour les autres qui ont des grandes circonscriptions. Merci. Je dirais chou, le DGE, chou. Bon, on va vous tenir au courant quand est-ce que ça va être prêt. Moi, je n'ai comme pas conçu que ça pouvait être possible que ça soit pas prêt en avril 2022. Mais bon, ça ne sera pas la première critique qu'on aurait à faire au DGE. Je veux juste revenir comme sur la correspondance, juste pour que ce soit super clair. Là, je sais qu'on l'a déjà dit, là, mais tu sais, l'idée, c'est pas de se mettre à essayer de faire des moyennes de comme tel pôle serait devenu tel pôle, là, que rembarquez-vous pas dans un grand travail de calcul scientifique, là, c'est pas utile. Ce qui est important, c'est que comme vos secteurs sont à peu près de la même force, entre guillemets, en termes de score, là, de pas qu'un secteur que vous pensez qu'il était bon, finalement, c'est un secteur qui est vraiment poche à cause que les sections de vote ont changé. Là. Fait qu'on veut s'assurer qu'un secteur qui était bon, il est encore bon. Fait que, comme, ayez ça en tête, là, d'une part. Puis deux, que ça fit avec, là, je dis secteur, là, mais je le dis section de vote. Puis deux, c'est que vos sections de vote, ils fit avec les secteurs que vous allez faire. C'est pas mal comme les deux affaires les plus importantes. Là, comme, évidemment, vos correspondances que vous allez faire, ça ne sera pas parfait, c'est sûr et certain. Là. Fait que, il ne faut pas s'en faire avec ça. Là, comme vraiment, l'important, c'est l'idée générale, c'est que on veut aller chercher, on veut mettre des énergies là où on sait qu'on avait des bons votes, on avait beaucoup de votes la dernière fois et pas le contraire. Là, donc, c'est petite précision. Oui, Justin. Oui, ben tu fais bien de le rappeler. Puis en fait, je veux préciser, là, parce que ça a été un point de discussion quand même fréquent entre Josiane, Kina et moi, là, à quel point il faut être précis dans la correspondance entre les sections de vote. J'aimerais préciser que c'est dû à un petit traumatisme personnel. Là. Nicole, peut-être tu vas te souvenir, mais le responsable du pointage en Rouyn-Noranda-Témiscamingue en 2018, il avait fait de la répartition statistique à 2 degrés décimales de pourcentage qui estimait que les sections de vote étaient rendues dans les nouvelles. Puis c'était un travail extrêmement intéressant, mais pas très fécond. Donc, on ne vous recommande vraiment pas d'aller dans ce niveau de détail-là. Par ailleurs, cela dit, là, il va y avoir peut-être dans vos circonscriptions des exceptions béantes. Là, si jamais, par exemple, dans votre circonscription, il y a eu un nouveau développement, une très grosse tour à condo, un très gros développement immobilier qui a eu lieu dans un endroit, bien, évidemment, ça change le portrait, mais de toute façon, dans ce cas-là, ce nouveau développement-là, c'est des électeurs qui n'étaient pas là la dernière fois. Donc, c'est des électeurs sur lesquels on n'a pas de données, c'est un secteur sur lequel on n'a pas de données de vote antérieures. C'est que c'est quelque chose qui devrait être sur votre radar, mais de manière séparée. Ça va à l'extérieur de votre correspondance entre les sections de vote. Est-ce que c'est clair? C'était ma précision, merci. Excellent. Oui, Émilie. Juste pour dire aussi, comme nous, on a fait l'analyse sociaux, puis on est comme, on va avoir accès aux données du dernier recensement. Mais non, elles vont être disponibles au mois de septembre 2022. Fait qu'il faut se baser sur les analyses, sur les données qu'on a de 2016. Donc, sur la dernière analyse
que vos comités électoraux ont déjà fait, mais en tenant compte, évidemment, de ce qu'on connaît de la Circo et des nouveaux développements et en se disant que, voilà, va falloir tricoter parce qu'on n'aura pas les données avant septembre du nouveau recensement. Merci. Puis j'ajouterais, comme on avait déjà mentionné dans l'information sur l'analyse puis le travail terrain, là, tu sais, c'est dans le fond, les informations importantes là, en lien avec les données sociodémographiques, tu sais, si on cherche, c'est quoi, sont où les jeunes, c'est quoi les locataires, les propriétaires, les revenus, etc., puis essayer de voir qui c'est qui vote plus pour nous. Tu sais, la réalité, c'est que ça, normalement, de toute façon, ça se retrouve dans les résultats électoraux. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment les résultats électoraux qui sont les plus importants. Puis, après ça, dans la rencontre qu'on veut organiser, on pourrait discuter de s'il y a des changements qu'on connaît parce que, bon, c'est des gens que vous connaissez, les gens que vous connaissez la circonscription, vous êtes capable de voir justement, là, il y a un gros nouveau développement, comme on le sait. Fait que c'est vraiment plus une connaissance de comme sur le terrain, de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a changé, puis ou des changements à la conjoncture politique importants. Mais sinon, à la base, là, pour orienter votre travail terrain, 90 de la job se trouve dans les résultats électoraux. Là. Fait que voilà, je ne sais pas, Justin, si tu voulais compléter là-dessus. Sinon, Charlotte, levez la main. Vas-y, Charlotte. Juste mini truc sur les résultats, sur les données du recensement. Là, les données sortent au compte-gouttes à mesure qu'elles sont faites. Fait qu'il y a moyen. Mais je ne sais pas, en tout cas, c'est parce que moi, je suis rendue que je travaille à la santé publique. Fait que j'ai des collègues genre, qui font ça, des stats, puis qui me sortent des données du recensement de 2021 à mesure que les données sortent. Mais je pense que c'est accessible au public à mesure que ça sort, là, si jamais. Mais je pense que ça peut être plus pertinent comme données, limite, pour préparer votre personne candidate pour qu'elle connaisse bien la démographie de sa circonscription que pour un travail de pointage, là, tu sais. Ou genre la personne au com, là, tu sais. Tout à fait. Excellent. Autre question, commentaire? C'est bon. Donc, on irait plus là, je vais juste retrouver mon petit document. Point 3, plan de campagne. Ça nous fait toujours un peu rire là, parce que c'est toujours des discussions à chaque fois avec différentes personnes qui ont dirigé les campagnes. C'est quoi un plan de campagne? C'est quoi un plan de campagne? C'est pas grand-chose, finalement, un plan de campagne. L'idée, c'est pas nécessaire là, de vous embarquer dans comme faire un grand document de 20 pages sur comme d'analyse puis de comme déterminer c'est quoi un plan de campagne. Là, au final, votre plan de campagne, ça va être comme le plan là, un peu là, de travail terrain ou de stratégie terrain qui va émerger de la rencontre qui va être faite. Donc, c'est quoi, c'est quoi vos priorités de pointage? C'est quoi vos priorités de porte-à-porte? Y a-tu comme des événements incontournables de tractage à faire? Y a-tu justement, est-ce que la sortie de vote étudiante est importante pour vous ou pas? Comme, ensuite, est-ce que vous allez faire des événements? C'est juste comme prendre tout ça, s'assurer que rentrer tout ça dans un calendrier. Puis, vous assurez que tout ça fonctionne dans votre budget, évidemment. Là. Fait que, au final, c'est ça un plan de campagne. Là. Puis, on a vu toutes sortes de choses, là, comme de grands documents détaillés, mais au final, c'est pas particulièrement utile là, d'aller dans un grand détail, de faire un grand plan. Fait que, c'est vraiment comme je vous disais, là, votre stratégie de terrain, puis les événements que vous allez faire, puis de mettre ça dans un calendrier. Puis là, il y a deux petits documents là, que je peux vous partager. Un qui est plutôt simple, là, qui est un peu un rappel. Donc, c'est comme un aide-mémoire là, des éléments importants qu'on a discutés dans la formation sur le travail terrain. Fait que je peux vous le mettre, puis on peut faire un survol. C'est comme ça sert de rappel, ce petit document-là. Donc,
bon, l'idée, c'est quoi vos objectifs de recrutement de bénévoles? Bien, c'est d'avoir 300 militants, puis là, ça varie de 10 au début de campagne, 50 à la fin de la campagne. Avec, c'est quoi les moyens? Bien, appelez continuellement vos militants actifs, les amis les amis de vos membres de comité électoral, les personnes ayant mentionné de vouloir des militants pour l'élection, vos membres, refaire cette liste-là continuellement, faire quotidiennement des appels de confirmation, assurez-vous de publier aussi vos séances là, par courriel à vos membres, vos pages ou groupe Facebook. Fait que votre pointage, l'objectif, c'est de pointer 500 sympathisants. Donc, on parle de pointer, grosso modo, 12 000 personnes par téléphone. Puis j'ai mis 80 de vos numéros de téléphone parce que on réalise en tout cas en ce moment que dans Marie-Victorine, les numéros de téléphone, il y en a un petit peu moins. Fait que ça se peut que ça diminue de la dernière élection. Fait que près de 80 de vos numéros de téléphone, qui est encore là, avec une priorité de qui contacter en premier. Pointer 3 000 personnes en porte-à-porte, encore une fois en priorisant vos pôles forts. Incitez vos bénévoles à partager des sites d'appui à votre candidature, fait grosso modo du pointage relationnel. Appelez-vous et plus dans les 2 dernières semaines pour essayer de les convaincre de devenir sympathisants. Ensuite, l'affichage, c'est assurer une visibilité et démontrer qu'on est sérieux. Bon, fait que là, grosso modo, là, je vais très vite parce qu'on a déjà parlé, là, mais poser entre 600 800 emplacements. Puis j'ai mis emplacements parce qu'il y aura des affiches recto-verso. Et ça que là, il peut y avoir plusieurs opinions là-dessus, mais je vous dis que vous allez être content, maudit, quand vous allez voir la hausse des prix des matériaux liés à l'inflation et tout, là, comme vous allez réussir à rentrer dans votre budget grâce à ça, donc on est quand même content. Fait que là, j'ai ventilé un peu, mais tout ça dépend aussi, est-ce que vous êtes dans un centre urbain ou une région, là, ça sera à vous de voir aussi en fonction de votre budget, puis les compensations financières et tout. Le tractage, on l'avait déjà dit, c'est assurer une visibilité auprès de certains publics, là, puis là, c'est d'organiser des séances de tractage dans des lieux publics pour des événements incontournables. Donc, on parle sur les campus, si vous avez c'est nécessaire pour vous de faire une stratégie de sortie de vote sur les campus, surtout à l'extérieur de Montréal, c'est plus important. S'il y a des événements d'envergure dans la circonscription où là, comme c'est important d'assurer une présence, mais sinon, on vous disait là, de limiter ça, sauf pour les boîtes aux lettres, s'il y a des militants qui ne peuvent rien faire d'autre ou pour distribuer des cartons de rappel de vote. Les événements, on l'a mentionné, événements d'ouverture du local, puis événements de visionnement du débat des chefs. On a déjà les dates pour TVA et Radio-Canada, donc je vais vous en parler dans le calendrier après. Puis faire la sortie de vote, là, voilà, là, je pense que vous le savez. Puis de toute façon, on a une formation le mois prochain spécifiquement sur la sortie de vote. Fait que je reprends en détail. Mais tu sais, grosso modo, votre plan de campagne, il reprend ça. Là. Ceci est votre plan d'action. Puis il faut juste l'adapter à votre réalité. Puis ensuite, mettre ça dans un calendrier. J'ai fait un modèle. C'est un document Word, c'est pas tout le monde qui est fan, mais c'est un peu le modèle du DGE, là, donc c'est pour ça que j'ai repris. Fait que ça aussi, je vais vous l'envoyer parce qu'il y a quelques petits éléments que je veux quand même, sur lesquels je veux porter votre attention. Puis là, juste vous dire, tous ces documents-là, on va tous mettre des copies dans votre Drive qui vont être à vous. Fait que, là, c'est des documents en lecture seule, mais vous allez ensuite pouvoir, dans votre fichier Drive, aller le chercher puis le modifier comme vous voulez. Là, ça va être à vous, ça va être votre outil de travail. Fait que voilà. Pour le modèle, je vais juste mentionner plusieurs choses. On a fait ce modèle-là. La campagne, là, elle va durer de 33 à 39 jours. On ne sait pas combien de temps. Ce n'est pas nous qui décidons ça, c'est le premier ministre. Il y a 4 ans, on s'est fait avoir. On préparait pour 33 jours, puis finalement, c'est 39. Ça a un peu bousculé certaines campagnes. Donc là, moi, je vous dis, préparons pour 39 jours, puis on s'ajustera si c'est moins. Fait que le calendrier est fait en fonction de ça. Il y a 2 choses qui changent si le calendrier, si la période est de 33 jours. Fait que là, dans le fond, on parle soit d'une campagne qui commence le 25 août ou le 31. C'est la période d'interdiction de publicité. Il y a une période d'interdiction de publicité là, qui est de 7 jours à partir du lendemain du décret. Fait que ça, c'est super. Vous devez respecter ça, là, c'est selon la loi.
Fait que s'il y a des gens qui vont faire des stratégies de publicité pré-campagne, même sur Facebook, vous ne pouvez pas faire de publicité dans les 7 premiers jours. Fait que ça, là, on l'a mis dans le calendrier, mais ça va être à modifier selon la date. Évidemment, votre opération d'affichage, vous ne pouvez pas afficher avant le déclenchement. Là. Mais sinon, pour ce qui est des dates, là, les bureaux de vote au directeur de scrutin, les bureaux de vote dans les établissements d'enseignement, les dates de commission de révision, ça ne change pas parce que c'est déterminé en fonction de la date du jour de vote. Fait que c'est comme jour J moins X. Donc, ça ne devrait pas changer. Fait que je voulais quand même vous le mentionner. Puis, grosso modo, il y a tous les jours qui sont là. Puis, dans la première colonne, il y a des priorités là, de travail par semaine. La première semaine, je vous le dis, là, ça va être la première semaine de la campagne, c'est votre plus grosse semaine. Puis les 2 semaines avant aussi dans la préparation, là, comme pour le doc, c'est la grosse semaine parce que vous devez prendre possession de votre local, organiser votre déménagement, organiser l'opération d'affichage, puis faire votre événement d'ouverture du local. Ces 3 gros moments, ça va être stressant. Après ça, pour de vrai, ça va être semi-chillos, comme votre campagne. Les gros affaires vont être lancées. Puis après ça, c'est porte-à-porte téléphone, porte-à-porte téléphone, porte-à-porte téléphone. Il peut y avoir des blitz là, de campus selon, encore une fois, votre stratégie de campagne. Voilà. Comme je disais, les débats sont ajoutés. Le 15 septembre, il y a le débat des chefs à TVA. Puis, le 22 septembre, c'est le débat des chefs à Radio-Canada. Après les débats des chefs, ça peut être intéressant de commencer à faire des appels d'Indici Plus, surtout si Gabriel il a vraiment bien performé. Souvent, vous allez avoir un beau taux de conversion là, de I+ à sympathisant. Puis, après ça, c'est sûr, là, je ne vais pas dans le détail. Là, sortie de vote BVA, c'est important de le faire. Sortie de vote dans les établissements d'enseignement. Je pense que je peux m'avancer pour vous dire que dans les circonscriptions hors Montréal, on va essayer d'avoir des stagiaires qui vont pouvoir faire du travail sur les campus. Fait que vous allez pouvoir travailler avec eux dans l'organisation de tout ça. L'équipe volante aussi peut venir en renfort. Donc, voilà, c'est pas mal ça. Fait que après ça, vous pouvez inscrire vos actions là-dedans. Dans le fond, il me reste juste vos actions de tractage à ajuster, c'est quand votre ouverture du local et autres. Et voilà. Donc, ça fait pas mal le tour pour le plan de campagne. Comme je disais, c'est vraiment là, un calendrier. Puis, vos priorités là, de pointage porte-à-porte. Questions, commentaires? Ajout, complément, plainte, non. Good, ben c'est pas mal ça pour ce soir. Là. C'est une plus petite rencontre, plus axée sur le débat TVA. C'était le 15 septembre. Ah, excusez, c'est Émilie qui m'écrivait. Je pensais que c'était à tout le monde, mais c'était juste à moi. Fait que, elle se demandait c'est quand le débat TVA, c'est le 15 septembre. D'accord, mais s'il n'y a pas d'autres questions, on arrêterait ça là. On va vous revenir, là, comme je disais, là, il y a plein de fichiers qu'on doit faire, des copies. Fait que donc, l'outil, le fichier de pointage que Justin vous a montré, on va faire ça. La liste de tâches ici, on va faire des copies, on va mettre ça dans votre drive. Même chose pour le calendrier. Donc, vous allez avoir accès, tout le monde à ça, puis ça va être vos outils à vous de travail. Puis, bon, on va vous revenir aussi quand on va pouvoir commander des maudites cartes. Là. Je suis un peu déçue de ça. Je suis encore le DGEQ. Je ne suis pas une grande fan. Voilà. Samuel, tu as question, commentaire? Oui, il s'agit d'une question pour savoir, en fait, moi, je vais de Clic Gouin pour ce qui est un peu de la préparation préélectorale, puis, mettons, des événements dans le comté qu'on aurait, mettons, pour Gabriel qui va être beaucoup sur la tournée. Je me demandais comment est-ce que je fais, ou c'est qui le point de contact au central pour, mettons, des événements durant la campagne auxquels Gabriel va devoir assister en circonscription. C'est peut-être très niché, puis ça me concerne plus moi. Je suis désolé pour les autres, mais je me posais quand même la question.
Ben, c'est une excellente question auquel je n'ai pas de réponse précise pour l'instant, mais ça me donne l'opportunité de parler un peu de notre structure de soutien pendant la campagne. Il va y avoir une équipe là, au national qui va être dédiée à soutenir vos campagnes. On devrait être 4 personnes. Fait qu'on va séparer les circonscriptions. On va vraiment être votre point de contact. Là, fait que je pense pas mal que pour ces demandes-là, Samuel, tu vas pouvoir passer par une personne qui va être attitrée à Gouin. Mais à valider là, si c'est soit à nous ou directement à l'attaché de Gabriel, mais d'après moi, ça va passer par cette personne-là au national qui fait le soutien. Mais c'est une bonne question. On va t'en revenir avec un détail. Puis j'imagine qu'Émilie va avoir éventuellement la même question pour Manon. C'est effectivement là, des situations particulières. Mais pour tout le monde, je veux dire, vous allez avoir un point de contact au national avec qui vous allez pouvoir discuter quotidiennement si vous en avez de besoin. Là. Merci, ça répond à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, ben, écoutez, on va vous laisser. Il y a des commentaires dans le chat en même temps. Des fois, ça me. Donc, on va vous laisser à votre soirée. Puis, la prochaine formation porte sur le jour J. Ça va être Catherine Val-Grégoire, une camarade d'expérience dans l'organisation de campagne et de jour J. Elle a développé une spécialité là-dedans. Donc, elle va pouvoir venir là, présenter ça. C'est le 4 mai. Puis aussi, pour votre information, c'est déjà parti dans les lettres aux assos. Là. Il y a 2 camps de formation, un à Montréal le 29 mai, puis un à Québec juin. Vous n'avez pas besoin d'aller aux 2, là, c'est deux fois le même contenu. Là. C'est une journée complète. Puis pour nos camarades qui sont très loin, comme les gens de Rouen puis de Gaspé, on va quand même enregistrer les formations, donc vous allez pouvoir les suivre plus tard. C'est sûr que ce n'est pas pareil, là. Mais si vous venez au Conseil national, entre autres à Montréal, vous allez pouvoir aussi rester pour le lendemain, c'est le lendemain du Conseil national. Dans ces camps de formation-là, il n'y aura pas de formation spécifique pour les docs, puisque ça va faire 1 an qu'on vous donne des formations. Là, fait que, je pense que ça va aller, mais ce qu'on va faire par contre, c'est on a des formations sur tous les types de responsabilités dans l'élection. Puis, les inscriptions vont se faire en fonction des postes principaux là, que les gens vont occuper. Puis, chaque personne de votre comité électoral, en fond, on va leur offrir 4 formations. Fait que ça ne va pas nécessairement être tout. Tu sais, mettons, tu es responsable du pointage, il va suivre probablement la formation pointage, formation bénévole, formation porte-à-porte. Tu sais, pour que tout le monde ait le plus d'informations puis le plus de formation possible puis puisse comprendre aussi c'est quoi les rôles des autres. Donc, ça va être 4 formations pour tout le monde, peu importe c'est quoi leur rôle. Évidemment, il va y avoir la formation qui s'adresse à leur rôle, là, évidemment. Puis pour les docs, nous, on vous invite quand même à venir. Puis pour que vous puissiez aussi suivre des formations plus en détail, entre autres, la formation recrutement bénévole, parce qu'on est passé très vite là-dessus avec vous. La formation sur le pointage aussi, où on va aller plus en détail avec l'outil de pointage, comment former les bénévoles, les scripts d'appel, etc. Il va y avoir la formation sur attaché politique. On l'a passé rapidement avec vous, mais c'est comme un volet de la campagne important. Là. C'est votre personne candidate, qu'est-ce qu'elle fait? Fait que, on va vous offrir celle-là. Puis là, il y en a une autre, donc je ne me rappelle plus vite comme ça, mais tout ça pour dire il y a un corpus de formation là, qui va être offert à tout le monde et à vous, même si ce n'est pas une formation spécifique doc, mais c'est des formations qui sont toutes spécifiques pour les stratégiques. Vous allez juste être dans des groupes de stratégiques. Voilà. Donc, le formulaire d'inscription va sortir bientôt. Fait qu'on va pouvoir je vais vous l'envoyer à vous pour que vous puissiez aussi le faire circuler dans vos équipes électorales. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, on se revoit le 4 mai. Puis, si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas là, à écrire là, à vos agents de développement. Ils sont là pour ça. Bye bye, bonne soirée. Merci tout le monde.